Bonjour à toutes et à tous, il est 14h30, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, un petit test, mettez-moi dans le chat si vous me voyez, si vous m'entendez. J'attends 2 petites secondes, il y a toujours un petit décalage dû à la diffusion. J'attends vos réponses dans le chat pour voir si c'est bon pour tout le monde. Ok, eh bien ça a l'air d'être bon. Écoutez, parfait. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année. Et puis d'abord, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais enfin bon, ça se fait. Donc je vous souhaite mes meilleurs voeux, que cette année vous apporte tout ce dont vous avez envie. Voilà, on se retrouve pour un webinaire traditionnel, hein, comme d'hab, une fois par mois. Et comme vous savez, Orion Santé me demande donc d'animer ces webinaires et d'essayer de coller à l'actualité. Donc, il me paraissait intéressant de revenir sur un texte qui est sorti au journal officiel le 14 janvier. Donc, on peut dire que c'est du tout frais. Et qui concerne les frais de déplacement et notamment les IFI. Il me paraissait important de revenir là-dessus et on en profitera pour faire un petit bilan sur le BSI, hein. Donc, comme d'habitude, je dis bonjour d'abord à Isabelle, notre formatrice Orion Santé, qui est avec nous et qui va modérer ce chat, qui va me permettre d'avoir accès à vos questions. Je vous rappelle, hein, je ne peux absolument pas vous répondre en temps réel, hein, puisque voilà, l'animation d'un webinaire fait que je ne peux pas regarder le chat, sinon je perdrai le cours de mon explication. Donc je vous demande de poser des questions voilà, sur le sujet qu'on est en train de traiter. Attendez bien qu'on traite avant de poser les questions, parce que par expérience, on sait que lorsqu'on note, on n'écoute pas. Et j'espère déjà répondre à pas mal de vos questions en vous présentant le sujet. Et bien entendu, à la fin, je garderai un bon moment pour répondre à vos questions, comme d'habitude. Pour ce qui est des webinaires, eh bien, écoutez, on va continuer cette année, hein. Orion Santé a re-signé avec Webikeo. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui est entièrement gratuit, qui vous est offert. Abonnez-vous bien à la chaîne, hein, il y a des webinaires réguliers. Et à ce propos-là, je vous en reparlerai à la fin, mais je vais en refaire un assez rapidement. Je crois que c'est le 8 février qu'on en a prévu un. La direction de Orion Santé m'a demandé d'en refaire un assez rapidement sur la vaccination. Je reverrai avec vous un petit peu tous les textes qui sont sortis vous permettant de participer à cette vaccination. Donc, notez bien sur vos calendriers le 8 février. Je reviendrai un peu plus tôt que prévu, mais c'est la direction qui a voulu, comme d'hab, réagir vite pour vous apporter une information la plus claire possible, hein. Donc voilà, le sujet aujourd'hui, on va voir. On reviendra un peu sur les modifications de calendrier. Je vous en avais déjà parlé lors du dernier webinaire, mais je voulais revenir là-dessus et puis bien vous dire ce qu'il en est, hein, qu'il n'y ait pas de méprise par rapport à ça. Ensuite, on verra les nouveautés par rapport aux IFI et donc je vous montrerai le texte de loi. Et enfin, on reviendra sur on essaiera de faire un petit bilan du BSI de cette première année. Je répondrai à vos questions et bien entendu, comme d'hab, le document que je vous présente est disponible en téléchargement dès la fin du webinaire et le replay, bien entendu, sera disponible d'ici quelques heures également pour celles et ceux qui n'auront pas pu tout suivre. Bien entendu que, comme d'habitude, c'est disponible. Le texte de loi, d'ailleurs, je vous l'ai mis à la fin de mon document de présentation. Comme ça, vous l'aurez, vous pourrez aller voir comment c'est écrit et tout ça. Vous pourrez vérifier que je ne vous raconte pas de bêtises, hein, parce que c'est important aussi d'aller d'aller vérifier ça. Alors, dans un premier temps, la modification de calendrier. Donc, je vous rappelle que le déploiement du BSI a été prévu dans l'avenant 6 avec différentes étapes. Donc, 1er janvier 2020, patient de 90 ans et plus. 1er janvier 2021, patient de 85 ans et plus. 1er janvier 2022, patients de 78 ans et plus pour une généralisation au 1er janvier 2023. Il était également noté dans l'avenant 6 qu'à chaque point d'étape, il y aurait à mi-année à peu près ce qu'on appelle une condition de revoyure, c'est-à-dire qu'ils vont la caisse regarde ce que coûte vraiment ce déploiement par rapport à ce qui était prévu. Et en cas de dépassement de 10% pour 2020, de 7,5% pour 2021 et 5% pour 2022, il y a déclenchement d'une condition de revoyure avec des mesures correctives. Et donc là, dès la première année, la condition de revoyure a été enclenchée. Et donc, pour l'instant, la seule chose qui a été faite, c'est de reporter l'étape du 1er janvier 2021. Donc,
depuis le 1er janvier, vos patients de 85 ans et plus ne sont toujours pas concernés par le BSI. Donc aujourd'hui, le BSI n'est pas arrêté, le BSI n'est pas, il n'y a rien qui change, simplement jusqu'à nouvel ordre, seuls vos patients de 90 ans et plus sont concernés. Hein. Donc jusqu'à nouvel ordre, et soyez sûr que dès qu'il y aura une nouveauté, je vous en informerai bien entendu, mais à ce jour, seuls les patients de 90 ans et plus restent éligibles au BSI. Je vous rappelle les règles concernant le déploiement de cet outil. Eh bien, pour vos patients qui vont avoir 90 ans dans l'année, vous avez la possibilité de réaliser ce BSI entre le jour de leur anniversaire, c'est-à-dire le jour de leurs 90 ans, et vous avez le choix d'attendre la fin de validité de la dernière DSI réalisée. Avant qu'il ait ses 90 ans, vous avez réalisé une dernière DSI. Je vous rappelle que les DSI sont valables 3 mois. Eh bien, vous pouvez attendre la fin de validité de cette dernière DSI. Une fois ce délai passé, vous devriez passer au BSI, donc avoir une ordo de votre médecin pour le bilan de soins infirmiers, faire l'évaluation de votre patient, aller sur Amélie et ensuite coter grâce au forfait BSA, BSB, BSC, les AMX potentiellement ajoutés et les IFI qui sont les frais de déplacement de vos patients. Donc voilà, je voulais faire ce point parce que voilà, j'ai entendu pas mal de choses. Non, le BSI n'est pas abandonné. Non, il n'y a simplement qu'aujourd'hui, c'est comme en 2020, seuls vos patients de 90 ans et plus sont concernés. Alors, concernant le texte de loi qui est sorti donc le 14 janvier 2021, qui est paru au journal officiel le 14 janvier 2021, eh bien, il y a plusieurs petites modifications, pas si petites que ça. D'abord, concernant les IFD, l'indemnité forfaitaire de déplacement que vous pouvez coter chez vos patients lorsque vous allez au domicile, c'est forfaitaire. Et il était d'usage, lorsque vous alliez dans une maison et que vous vous occupiez de monsieur et madame, par exemple, vous ne cotiez qu'un déplacement. Ça paraissait logique, on ne bougeait pas notre voiture et donc c'était comme ça. Or, c'était marqué nulle part noir sur blanc dans la nomenclature. Donc, ça a été rajouté. Donc, cette décision qui est parue au journal officiel modifie votre nomenclature et donc modifie les dispositions générales concernant les frais de déplacement. Donc, il a été rajouté la phrase suivante. Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas si, au sein du même domicile, l'infirmier intervient au cours du même passage sur un ou plusieurs patients ayant des soins relevant d'une prise en charge définie par l'article 23.3 des dispositions générales. Donc voilà, on ne cote qu'un IFD lorsqu'on intervient en dehors des soins liés à la dépendance. C'est bon pour tout le monde, hein, effectivement. Voilà. C'était pas écrit, c'était d'usage, ça paraissait relativement logique, mais maintenant c'est écrit, vous allez dans une maison hors dépendance. Hein. On est bien avec l'IFD, on est hors dépendance. Hein. On ne code bien qu'un déplacement pour les deux. Et enfin, pour l'IFI, il y avait un souci. Alors, j'essaye de vous expliquer pourquoi. Lorsque vous alliez chez un patient dans le cadre de la dépendance avec le BSI, les majorations éventuelles, donc le dimanche par exemple, ou la MCI si vous êtes dans le cadre de soins palliatifs, se collent à l'IFI et non pas au forfait. Or, de la même façon, si vous allez dans une maison faire monsieur et madame qui ont tous les deux plus de 90 ans, que vous déclenchez un BSI pour les deux, vous avez plusieurs passages par jour, eh bien, lorsque vous faisiez les soins pour les deux, vous ne pouviez coter qu'un IFI. Or, les majorations, MCI et dimanche étant rattachées à cet IFI, eh bien, vous perdiez ces majorations pour un des deux, ce qui n'était absolument pas normal. Absolument pas normal. Donc, la caisse a décidé de créer un IFI avec un coefficient de 0,01. Je vous rappelle que l'IFI, l'indemnité forfaitaire infirmière, est le déplacement dans le cadre de la dépendance. Lorsque vous allez chez un patient pour lequel vous avez obtenu un forfait BSB, vous décidez d'y passer 2 fois par jour, matin et soir.
le matin, vous comptez un IFI, le soir, vous comptez un IFI. Ce sont vos déplacements. Eh bien, ils ont créé un IFI avec un coefficient à 0,01, qui en fait est un IFI nul, pour ainsi dire. Mais la nullité n'est pas possible en programme informatique, ça s'annule. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce coefficient 0,01. On peut imaginer, si vous voulez, pour que ce soit plus simple, que ce soit un coefficient nul, ce qui vous permettra, lorsque vous serez au domicile d'un couple, par exemple, vous pourrez prendre un IFI normal, donc on va dire coefficient 1, pour un des deux, et pour l'autre, vous prendrez un IFI de coefficient 0,01, à savoir quasi nul, qui donc ne vous rapportera pas d'argent, mais c'est normal puisque vous êtes dans le même foyer, mais qui vous permettra d'y accoler les majorations éventuelles, dimanche ou MCI dans le cadre de soins palliatifs. Donc c'est ce qui a été rajouté dans cette description de l'IFI dans les dispositions générales de la nomenclature. Il a même été rajouté lorsque vous allez, admettons, chez un couple, dans un même foyer. Un est pris dans le cadre de la dépendance, l'autre n'est pas pris dans le cadre de la dépendance. Vous allez faire des soins classiques. Eh bien, il est dit que dans ce contexte-là, vous prendrez l'IFI normal, coefficient 1, pour le patient sur lequel vous intervenez dans le cadre de la dépendance, mais par contre, vous ne prendrez pas d'IFD pour celui que vous avez hors cadre de la dépendance, pour un pansement, pour une sous-cute, que sais-je encore. Mais dans ce cas-là, vous prendrez qu'un IFI. La règle générale qu'il faut bien retenir, c'est lorsque vous allez dans un foyer où vous prenez en charge plusieurs personnes, vous ne pouvez vous prendre qu'une indemnité de déplacement, quelle qu'elle soit, IFD ou IFI. Ça me paraît tout à fait logique. Donc, cet arsenal a été mis en place pour effectivement pouvoir respecter cette règle, mais sans perdre pour autant les majorations éventuelles. Alors, j'ai essayé de vous prendre quelques exemples parce que ce n'est pas forcément clair. Donc, j'ai essayé de vous résumer un petit peu ça. Donc, lorsqu'on va dans une maison où il y a 2 patients ou plus, hors cadre de la dépendance, on prend un seul IFD. Vous allez chez un couple, monsieur et madame, tous les deux, vous leur faites simplement un pansement chacun, un pansement simple. Vous pouvez bien vous coter un AMI 2 pour monsieur, un AMI 2 pour madame, mais vous ne prenez qu'un IFD, normal. Vous n'avez fait qu'un déplacement. Ça, c'est OK, mais maintenant, c'est acté, c'est noté dans la description de l'IFD, dans les dispositions générales. Autre exemple, vous allez dans un même foyer, vous avez 2 patients ou plus, et vous les avez tous les deux dans le cadre de la dépendance. Pour l'un, vous prendrez un IFI coefficient 1, c'est-à-dire 2,50, et à l'autre, vous prendrez ce nouvel IFI de coefficient 0,01 et vous en prendrez autant que nécessaire. S'ils sont 2, ben vous en prendrez un deuxième. S'ils sont 3, vous en prendrez. Voilà. Ce qui vous permettra de bien prendre qu'un seul déplacement réellement payé à 2,50, mais l'autre, de valeur quasi nulle, vous permettra de mettre les majorations éventuelles. Et enfin, dernier exemple, 2 patients dans un même foyer, un que vous voyez dans le cadre de la dépendance, l'autre que vous voyez hors cadre de la dépendance, vous prendrez bien un IFI coefficient 1, donc un IFI normal pour le patient que vous avez dans le cadre de la dépendance, et pour celui que vous avez hors cadre de la dépendance, où vous auriez pu prendre un IFD, vous n'en prenez pas, puisqu'encore une fois, il faut se faire payer un forfait par déplacement et par maison. OK. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai fait ce petit résumé. Ça me paraissait un petit peu plus clair. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vos logiciels de facturation vont être bien entendu mis au courant de cette décision et ils vont vous créer à l'intérieur de vos logiciels de facturation la possibilité de choisir entre un IFI coefficient 1, donc bien de 50, et un autre IFI, coefficient 0,01, je crois que ça correspond à 3 centimes. Je crois que j'ai fait le calcul. On ne va pas s'enrichir avec ça, mais c'était le but. Donc voilà, c'est cet IFI-là qu'il faudra prendre lorsque l'on va dans le même foyer. Alors attention, aucune méprise, cet IFI quasi nul n'a été créé que dans ce cadre-là, lorsqu'on intervient chez plusieurs patients dans un même foyer, dans une même maison. Dès lors que vous avez vos patients disséminés dans des maisons différentes, bien entendu, vous prenez un IFI normal à chaque patient. De la même façon, lorsque vous êtes dans un immeuble, ce sont les habitations des gens, ça peut être la même adresse, mais chacun a son appart. Donc là, vous pouvez prendre un IFI normal
pour chacun de vos patients. C'est simplement lorsque vous avez plusieurs patients au sein du même foyer. OK? C'est bon? Je vois qu'il y a pas mal de questions, ne vous inquiétez pas, Isabelle me les met de côté et j'y répondrai à la fin, il y a aucun souci. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais c'est pas très très clair non plus ces histoires de coefficients. J'espère avoir été clair, ne pas avoir été trop vite. J'espère que c'est bon pour vous, mais voilà, je répondrai à vos questions après sans aucun souci. Alors, on va essayer, il me paraissait intéressant aussi de revenir un petit peu sur le BSI et donc d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, je pose des questions, hein, je ne fais aucune affirmation, mais pourquoi il y a eu un énorme décalage entre la somme qui avait été prévue par la caisse et la somme qui a été réellement dépensée? Eh bien, on peut envisager qu'il y ait eu un problème dans le prévisionnel de la caisse. La caisse avait fait un prévisionnel financier par rapport à l'expérimentation qui avait eu lieu pendant quelques années auparavant. Peut-être certains ou certaines d'entre vous y avaient participé. Peut-être que cette expérimentation n'était pas révélatrice de la vraie situation. Donc peut-être que ça peut venir de là. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'algorithme de la caisse. Vous savez, quand vous remplissez un BSI sur Amélie Pro, c'est une sorte d'algorithme informatique qui vous octroie un BSA, un BSB, BSC. On peut envisager ça aussi. Est-ce que le volume des patients de plus de 90 ans a été sous-estimé? Puisque 2020 concernait que les patients de 90 ans et plus, est-ce que ce volume a été sous-estimé? Enfin, y a-t-il eu un problème de remplissage par les IDEL? On va y revenir tout à l'heure. Hein. Je vous dirai 2-3 trucs. Et la dernière question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure prise en charge des patients? Je m'explique là-dessus, c'est pas anodin si je vous dis ça. J'ai fait pas mal de formations BSI hein, sur ces 2 dernières années et j'ai eu des infirmières qui, étant passées au BSI, m'ont dit mais le BSI est tellement complet, tellement performant que je me suis aperçu qu'il y avait certaines choses que j'avais peut-être oublié de prendre en charge quand j'étais dans le cas des AIS 3. Et du coup, le fait de remplir des échelles d'évaluation, le fait d'avoir des choses à cocher, donc des propositions, ben, ça m'a fait prendre conscience que chez ce patient-là, il y avait peut-être ce problème-là aussi que je n'avais peut-être pas envisagé lorsque j'étais dans les AIS. Donc, quand je dis peut-être une meilleure prise en charge des patients, c'est que peut-être un patient chez qui vous étiez, mettons, en un AIS 3 par jour, ben peut-être qu'en passant au BSI de manière totalement honnête, vous vous êtes aperçu que ça réclamait peut-être plus de choses, plus de surveillance, et que du coup, vous avez peut-être obtenu un BSB. Alors que dans votre tête, vous auriez dû avoir un BSA. Voilà, c'est la question que je me pose et qui serait plutôt louable hein, si ça nous permet de mieux prendre en charge nos patients. Je trouve que ça peut être sympa. Alors, par rapport à toutes ces expectatives-là que je vous ai mises, la seule sur laquelle nous, à notre niveau, on peut avoir quelque chose, c'est de mieux remplir le BSI. Donc, c'est pour ça que je vous ai remis 2-3 points pareils. Hein. Ça vient de choses que j'ai entendues en formation. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne vous les balance pas comme ça. Ce n'est pas gratuit. C'est vraiment que je les ai entendues en formation. Donc, attention aux erreurs de remplissage. Seuls les soins réalisés par l'IDEL sont cochés. J'ai vu plusieurs infirmières ayant fait l'erreur, hein, de tout à fait honnêtement, lorsqu'on coche les soins dans le BSI, il faut savoir que c'est en fonction de ces soins cochés que le calcul du forfait se fait. Et il y a des infirmières qui m'ont dit, bah, moi j'ai coché qu'il fallait lui faire, admettons, les soins d'hygiène, parce qu'il ne peut pas les faire lui-même, mais c'est l'auxiliaire de vie qui les fait. Eh bien non, dans ces cas-là, il ne faut pas les cocher, parce que ça reviendra à se faire payer quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, oui, les diagnostics infirmiers, on les coche bien tous, pas uniquement ceux qu'on prend en charge. Les diagnostics infirmiers, on coche tous ceux qu'on observe. Mais par contre, dans les actions, dans les soins, on ne coche que ceux qu'on réalise soi-même. Ceux qui sont réalisés par la famille, par l'auxiliaire de vie, on ne les coche pas. OK? Attention au plan de soins, vous savez, dans volet facturation, il y a un plan de soins avec 2 questions. Combien de passages par jour et combien de jours par semaine? Donc, attention, si vous faites, par exemple, une surveillance, comme on avait notre ancienne AIS4, vous faites une surveillance une fois par semaine, vous obtenez, admettons, un BSA, vous remplissez le nombre de passages par jour, 1, nombre de jours par semaine, 1. Ce plan de soins ne vous permet de percevoir le BSA que une fois par semaine avec un IFI, et non pas tous les jours. Ça a beau être forfaitaire, ce forfait n'est perceptible que les jours où on y va, bien entendu. Attention à la facturation lorsque vous êtes sur vos logiciels. C'est pareil, les forfaits obtenus BSA, BSB, BSC ne se perçoivent qu'une seule fois par jour.
j'ai entendu voilà, certaines infirmières qui ne savaient pas et ont fait l'erreur. Et 2 passages par jour, elles se prenaient 2 fois le BSA ou 2 fois le BSB. Non, alors normalement, ça devrait bloquer au niveau de la facturation, mais bon, il y a toujours un petit temps de mise en place qui est un petit peu compliqué. Donc, attention, un forfait n'est perceptible qu'une seule fois par jour, même si vous êtes plusieurs à intervenir. Ce n'est qu'une des infirmières qui perçoit ce forfait. Et enfin, seuls les IFI obtenus en remplissant le plan de soins sont facturables. Je vous ai expliqué, hein, ces IFI, lorsqu'on met 2 passages par jour, 7 jours sur 7, ça veut dire qu'on peut facturer 2 IFI tous les jours. Donc 2 passages. Attention, on ne peut pas faire à la louche. J'ai entendu certaines qui disent, oh, ben moi j'ai mis 4 passages, comme ça, en fonction des besoins, des fois j'en facture 1, des fois 2, des fois 3, des fois 4. Non, c'est pas à la carte. Si on décide 2 passages, eh bien on en fait 2. Si toutefois, au bout d'un moment, il y a besoin d'un passage de plus ou d'un passage de moins, eh bien dans ce cas-là, on fait un BSI intermédiaire et on change notre plan de soins. Donc voilà, c'était les points sur lesquels je voulais un petit peu insister au niveau du remplissage du BSI, les erreurs les plus fréquemment rencontrées et qui, malheureusement, coûtent peut-être un petit peu d'argent, puis surtout risquent de vous générer des indus. Donc c'est pour la raison pour laquelle je voulais revenir dessus pour que ce soit bien clair pour vous. Hein. OK. Voilà, eh bien, écoutez, c'est à peu près, j'ai fait à peu près le tour. Donc, moi, il me reste 9 minutes pour les questions, donc c'est génial. Donc, normalement, Isabelle me les a mises de côté, les questions. Isabelle, je n'en ai que 3 questions, mais bon, c'est pas grave. Et s'il a plus de 90 ans, que nous avons une DSI datée de décembre 2020? Alors, il a plus de 90 ans. Faut essayer de passer au BSI le plus tôt possible, j'ai envie de dire. Alors effectivement, bon, 2020 a été une année très particulière, donc la caisse ne va pas vous embêter. Je ne pense pas qu'il vous embête si vous n'êtes pas encore passé au BSI. Si ça peut être une attention louable. Est-ce que vous attendez de vous former ou des trucs comme ça? Donc je pense que ça pourra s'entendre. Mais voilà, ne tardez plus trop pour les patients de 90 ans et plus qui étaient déjà concernés depuis le 1er janvier 2020. Essayez de ne pas trop tarder, je pense. Alors, hop, je la supprime. Question suivante. Qu'en est-il de la suspension de l'IFD actuellement pour les ordos ne spécifiant pas à domicile? Habituellement, on peut demander le règlement du déplacement, mais pas en cas d'urgence santé comme actuellement. Donc on y perd, je comprends pas. Qu'en est-il de la suspension de l'IFD actuellement pour les ordos ne spécifiant pas à domicile? Je ne comprends pas la question. En fait, l'IFD, pour que vous puissiez le percevoir en temps normal, il faut que l'ordonnance du médecin spécifie à domicile. S'il n'y a pas à domicile, le déplacement ne peut pas être facturé à l'assurance maladie. Vous allez faire une prise de sang à un patient, l'ordonnance met prise de sang par infirmière, 2 points, avec NF chimie. Le domicile n'est pas prescrit. Vous n'avez pas le droit de faire payer votre déplacement à l'assurance maladie. Je vous rappelle que tous nos actes sont payables uniquement s'ils sont prescrits. Donc, si le domicile n'est pas prescrit, vous ne pouvez pas le faire payer à l'assurance maladie. C'est le patient qui vous le paye. En ce moment, avec les mesures dérogatoires dans le cadre de la prise en charge du Covid, la Sécu admet que vous alliez au domicile de patients pour lesquels le domicile n'est pas prescrit et que vous fassiez payer ça à l'assurance maladie. C'est une mesure dérogatoire. Donc, pour les mesures dérogatoires liées au Covid, je vous invite à aller régulièrement sur le site amélie.fr dans la catégorie actualité parce que ça change très souvent. Mais aujourd'hui encore, un patient, admettons, qui venait au cabinet pour se faire un pansement, par exemple, et puis le Covid fait que ce n'était pas judicieux qu'il sorte et compagnie, l'ordonnance ne précisait pas le domicile, eh bien, vous avez quand même le droit, pendant cette période un petit peu particulière, vous avez le droit de vous rendre au domicile du patient et de faire payer le déplacement à l'assurance maladie. J'espère que j'ai répondu à la question de Anne. Je ne suis pas sûr, mais bon, Anne, si jamais je n'ai pas répondu, essaye de me la remettre. Et si intervention dans une maison autonome, comment compte-t-on le déplacement si plusieurs patients dans cet établissement? Alors, cette question est très complexe parce qu'il y a un article dans la nomenclature, dans les conditions, dans les dispositions générales, qui fait référence à certains foyers de personnes âgées. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à aller revoir cette définition et, si besoin est,
faites une demande au médecin conseil. Je sais, c'est un petit peu particulier, mais grosso modo, lorsqu'on est dans le cadre de maisons de retraite, d'EHPAD, de choses comme ça, c'est un foyer, donc c'est un déplacement. Si par contre c'est comment dire une maison, enfin un foyer où chacun a son appart, où c'est sa résidence principale, ça peut être accepté de prendre plusieurs déplacements. Après, on ne bouge pas sa voiture, donc est-ce qu'il faut en mettre un, pas en mettre un? Moi, je vous dirais simplement, ça m'embête de vous donner une réponse parce que il y a autant de cas de figure que de maisons de retraite quasiment. Donc, je vous invite plutôt à faire une demande au médecin conseil. Ce serait dommage de se prendre des indus sur ces choses-là qui peuvent représenter un petit peu d'argent, qui ne sont pas forcément justifiées parce qu'on n'a pas bougé sa voiture. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse aussi stricte que je vous donne habituellement. Je vous invite à faire une demande au médecin conseil dans ces cas-là. Alors, je raye la question. Et pour un papy de 94 ans, pas trop dépendant, en AIS6, l'AIS6 n'existe pas, hein. C'est 2 AIS3, donc 1 heure de soins. Pas trop dépendant, s'il n'est pas trop dépendant, ça fait beaucoup. Je suis passé en BSA, car conduit encore et se sert d'un portable tactile. Pareil, je ne vois pas bien le rapport. Bah, moi, pareil, je ne peux pas vous donner de réponse, hein. Avant l'AIS3, on estimait par rapport au temps qu'on y passait un AIS3, 2 AIS3, donc c'était très subjectif. Le BSI, bah voilà, on coche vraiment ce qu'on fait. Donc, si vous avez obtenu un BSA, c'est que vous n'avez pas coché suffisamment d'actions pour avoir un BSB. Donc, après, pareil, voilà, je ne suis pas dedans. Peut-être que ça mériterait que vous le refassiez pour bien vous assurer que vous n'avez pas oublié de cocher certaines choses et tout ça. Mais voilà, c'est difficile que je vous dise si c'est normal ou pas. Doit-on refaire un BSI quand le patient change de cabinet ou on reprend le BSI de l'ancien cabinet? Vous pouvez réutiliser le BSI de l'ancien cabinet. Vous fournissez au nouveau cabinet la synthèse, hein, parce que lui n'a pas accès à l'outil sur Amélie Pro. Donc, il faut que vous lui fournissiez la synthèse où il y aura le forfait obtenu et le plan de soins. Et puis lui, s'il n'est pas d'accord ou s'il veut changer ou si l'état de santé du patient, il refera un nouveau BSI. Mais si vous voulez, quand vous avez obtenu un BSB avec 2 IFI, par exemple, pour un patient, la Sécu est prête à payer un BSB plus 2 IFI à n'importe quelle infirmière, j'ai envie de dire. C'est simplement s'il y a une modification qu'il faudra faire un autre BSI. Les médecins ont-ils été informés du système de BSI au vu des réactions lors de... Je n'ai pas l'impression. Mais je pense qu'ils sont informés comme nous, on est informés, qu'on ne regarde pas les informations. En fait. Donc oui, ils ont été informés, vous savez bien. Encore faut-il qu'ils lisent ces informations. Donc malheureusement, ça m'embête, mais c'est à nous d'aller leur dire, quoi. Nous avons un BSH chez une dame où l'on passe 1 fois par jour, sauf le week-end. Pas d'AVS le matin, donc on passe 2 fois par jour, donc obligé de programmer 2 fois par jour tous les jours et on retire l'IFI tous les jours en semaine quand on n'y va qu'1 fois par jour. Ouh, la situation est compliquée là, hein. La situation est compliquée. Bah, c'est toujours un truc qui est difficilement justifiable, hein, le fait. Il faut surtout, si vous n'y allez pas le week-end, sauf le week-end, le matin. Donc, le week-end, vous y passez 2 fois par jour. Ah ouais, c'est compliqué ces situations-là. Dans ce cas-là, vous mettez bien 2 fois par jour dans votre plan de soins, vous ne prenez qu'1 fois par jour la semaine, mais il faut être en capacité de se justifier. Donc là, dans votre dossier de soins ou dans votre dossier de soins informatisé, vous notez bien la situation parce que rappelez-vous que les contrôles de sécu, c'est 2 ans et l'année en cours. Donc si vous êtes contrôlé et qu'il faut que vous justifiez sur un dossier qui a 3 ans, notez bien sur vos dossiers de soins au moins informatisés. Voilà, patient n'ayant pas d'AVS le week-end, donc je suis obligé d'y passer 2 fois. Voilà, que vous ayez une justification. Ce que je voulais vous faire comprendre avec cette histoire d'IFI, qu'on met pas, c'est que c'est pas à la carte, quoi. C'est pas en fonction du temps qu'on a ou un truc comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une justification médicale derrière. Peut-on coter un passage BSA correspondant à un AIS4 et pour les autres jours, un passage quotidien pour surveillance et observation du traitement? Non, avec le BSI, il n'y a plus de différenciation entre la séance de soins AIS3 et la séance de surveillance AIS4. C'est tout mêlé, en fait. C'est tout mêlé. Donc, oui, il y a des patients que vous aviez uniquement en AIS4, vous ne voyiez pas en AIS3. Donc là, vous pouvez tout à fait faire un BSA 1 fois par semaine. Et puis, il y a les patients, pardon, que vous aviez en AIS3. Et là, c'est un forfait tous les jours. Mais il n'y a plus cette différenciation. Attention, hein, avec AIS3 et AIS4, vous ne pouviez pas vous prendre des AIS4 pendant la période pendant laquelle vous aviez des AIS3. Hein. Attention, hein. Je ne reviens pas là-dessus, mais au vu de la question, je pense que c'est le cas. Faites attention, hein, ce n'est pas faisable. Hein.
j'ai même un petit truc pour cocher quand j'ai répondu, dis donc, c'est merveilleux. Pourquoi une collègue n'arrive pas à réaliser un renouvellement du BSI que j'ai fait un an plus tôt? Ben oui, c'est encore un bug du système, c'est que lorsque vous avez rempli un BSI pour votre patient, vous êtes seul à pouvoir le modifier. Ça, il faut faire remonter ça pardon, au service des professionnels de santé. C'est un vrai problème que vous ne puissiez pas agir dans un cabinet à plusieurs. Donc, je pense qu'il faudrait un développement pour que lorsque vous remplissez un BSI pour un de vos patients, vous rentriez les gens que vous autorisez à voir. C'est normal que tout le monde ne puisse pas aller voir le BSI d'un patient, mais vous devriez, vous, pouvoir sélectionner ça. Donc, moi, malheureusement, j'y peux rien. C'est un souci qu'on me fait souvent remonter. Dans ce cas-là, je vous dis, faites-le remonter au service des professionnels de santé pour que ça remonte au national. Vous voyez, pour les IFI, c'était le cas. C'était un problème de longue date. Ils ont agi. Donc, ça, il faut le faire remonter. Hein, le fait que d'autres professionnels puissent renouveler ou faire un BSI intermédiaire sur un BSI qui a été réalisé par quelqu'un d'autre. Si une urgence la nuit, comment coter avec un BSI 2 fois par jour? Une urgence la nuit, attention, lorsqu'on a quelqu'un dans lequel on n'est pas, comment dire, on n'est pas un service d'urgence. Hein. Un patient que vous avez 2 fois par jour dans le cadre de la dépendance, il vous appelle la nuit s'il a un souci. Bah, je suis désolé, mais ce n'est pas forcément à nous d'intervenir. Hein. Il y a des services d'urgence. Enfin, en tout cas, notre système de facturation, tout du moins, ne le prévoit pas, hormis dans le cadre des perfs. Mais là, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Mais dans le cadre de la dépendance, ouais, alors même si je suis bien d'accord avec vous que ça serait certainement moins coûteux et plus efficace parfois que ce soit nous qui nous déplacions, mais dans tous les cas, on n'a rien pour ça et on le sait bien, dès lors qu'on fait un passage supplémentaire pour raison X ou Y, on n'a pas moyen de se le faire payer. Donc en plus, dans le cas d'une urgence de nuit, j'ai envie de dire, soit vous avez envie d'y aller gracieusement, soit ils appellent le SAMU. Je suis désolé, ce n'est pas cohérent comme réponse, mais c'est la réalité de notre situation par contre. Hein. Le BSI se fait à l'identique avec une autre caisse que la CPM, comme les caisses de la RATP. Oui, tout est relié maintenant. Toutes les caisses communiquent, hein, donc oui, tout est relié. Pour renouveler un BSI pour une personne que nous avons pris en charge cette année, alors que nous n'avions pas fait la première, comment faire si Amélie demande? C'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Il faut faire remonter le problème aux caisses pour que vous puissiez avoir accès à un BSI que vous n'avez pas rempli vous-même. Je sais, c'est problématique. Mais... Est-ce qu'on peut coter, par exemple, un BSA plus IFI le matin et 1,2 AMX le soir pour préparation un patient? J'ai déjà abordé ce problème-là dans un autre webinar. Non, enfin, alors déjà, le soir, ça ne serait pas AMX. Alors, l'AMX 1,2 n'existe pas. Je suis en train de relire, mais l'AMI 1,2, donc surveillance et préparation administration de traitement dans le cadre de troubles psy ou cognitifs, AMI 1,2 n'existe pas en AMX, donc il n'est pas cumulable avec la dépendance. Donc le problème est résolu. Et concernant les patients SIAD pour le BSI, le SIAD, on est hors convention. SIAD, HAD, on est hors convention. Donc c'est un deal entre eux et vous. Certains vont accepter de passer au BSI, d'autres ne vont pas accepter. À ce compte-là, vous faites une estimation parce que vous ne pouvez pas utiliser l'outil de la caisse puisque c'est du coup pas la caisse qui vous règle, c'est le SIAD. Donc, ça va être une discussion entre vous et eux. Donc, tout ce qui est SIAD, HAD et compagnie, vous êtes hors convention, donc ce n'est pas ça qui s'applique, c'est à voir entre eux et vous. Hein. Donc, malheureusement, ouais, voilà, je ne peux pas non plus vous donner de réponse claire et nette parce que c'est hors convention. Donc, il n'y a pas forcément de règles qui s'appliquent. Voilà, écoutez, je crois avoir répondu à vos questions. S'il y en a qui ont été oubliées, j'en suis désolé, mais bon, il est déjà 15h03, donc je vais être obligé de terminer. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a un petit peu éclairci. On est revenu un peu sur le BSI, donc j'espère que ça vous a éclairci. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous dès qu'on aura des infos concernant les mesures rectificatives suite au déclenchement de la condition de revoyure. Ne vous inquiétez pas, abonnez-vous bien à la chaîne, regardez les mails qu'on vous envoie. Dès lors que je le saurai, on a un calendrier imprévu de webinar, mais on n'hésite pas à le chambouler quand il y a une information brûlante. Là, je vous disais, la direction d'Orion m'a demandé de faire un webinar le 8 février pour la vaccination, parce que ça urge.
Donc, bien entendu que je vais m'y atteler et je vais essayer de le créer le plus rapidement possible. Donc, encore une fois, infiniment merci pour votre participation, pour votre fidélité. Franchement, c'est super agréable. Merci Isabelle pour ton aide, pour ta gestion du forum. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.